Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 79e clé qui s'intitule l'ego spirituel. Alors, aujourd'hui on va essayer de clarifier davantage ce dont il s'agit, à savoir dans l'ego et par son extension sur l'ego spirituel et notamment sa raison d'être. Alors, il y a une première école, beaucoup voient le mal dans l'ego, on le voit assez fréquemment, de gens qui disent l'ego forcément c'est la segmentation, c'est pas bien, etc. Donc en gros il serait à bannir. Sauf que, excusez-moi, mais sans ego, ça veut dire sans individualité, sans personnalité, eh bien sans personnalité vous êtes personne, vous êtes juste une statue ou une plante, vous n'êtes personne. On est venu s'incarner dans la matière pour faire cette fragmentation et cette segmentation, et elle est naturelle. Bon, bref. Donc la première école, c'est faut le bannir totalement. La deuxième école, c'est un peu extrême bien entendu, et provocateur, ce serait d'autres, ils vouent un culte, le culte de la personnalité, en mode Instagram, en mode story, ou écoutez, j'ai ma super villa à Dubaï, regardez comme elle est belle, etc. Ma piscine, mes bagnoles, mes trucs, mes conquêtes, mes fringues, mes machins. Mon super smoothie le matin, regardez comme ma vie est géniale, etc. Je vous jure que dans le futur, elle est belle celle-là, elle est gratos. Vous aurez les compétitions des plus beaux étrons. Oui, j'ai bien dit étrons. Un gros caca. Non mais sérieusement, il y a un moment où... oui, ça c'est de l'ego qui parle. Ça c'est de l'ego spirituel. Que ce soit dans la spiritualité ou genre basique influenceur. Surtout en fait, pourquoi parce qu'en fait, c'est très simple. C'est que la plupart du temps, quand les gens coupez, on l'a refait. Grand smile, et en fait, coupé, on l'a refait, et en fait, c'est du fake. C'est du chiqué. Sauf qu'en parallèle, malheureusement, il y a des gens qui s'identifient à ça, et qui a à peu près 30 à 40% des jeunes, mais aussi dans les adultes, qui se sentent malheureux à cause de la comparaison avec des gens comme ça, des idoles, etc. Or, de même, j'ai toujours dit depuis que je suis adolescent, il y a énormément de gens qui voudraient être dans le star system, être des stars, adulés, etc. Sauf que, déjà, projetez-vous, être connu. Je vais boire un café avec un pote. Toutes les 10 secondes, il y a un mec qui vient me prendre la tête pour faire un autographe et un selfie, etc., etc. Mon pote, il y a un moment, au bout d'une heure et demie, il va me dire, t'es gentil, mon gars, mais la prochaine fois, tu mets des lunettes ou une casquette. Et puis, le dernier, ça fait le 40e qui vient, on n'a encore pas discuté, ça fait une heure et demie. Je lui dis, désolé, machin, putain, il se la pète, un tel, etc. Vous voyez, déjà, célébrité. Mais au-delà de ça, la plupart du temps, ils sont névrotiques. Ils ont tout et non plus de rêve. D'accord? Donc, excusez-moi, mais donc, est-ce qu'on veut aspirer à ça? Oui, ils ont la drogue, ils ont toutes les femmes, les bagnoles, tout ce que vous voulez, et puis forcément, c'est du chiquet, c'est du creux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette notion un petit peu de show-off, I love myself, selfie, selfish, comme j'appelle ça, donc selfie, on prend des selfies, et selfish, ça veut dire égoïste. Ou, vous en voyez, mais en Asie, il y en a énormément. Mais en France aussi, hein, parfois j'ai honte de les regarder tellement, et l'impression que c'est que ça, quoi. Et en plus, souvent, vous rentrez dans la psychologie, vous vous rendrez compte que les gens sont pas bien dans leur pompe. Donc c'est peut-être pour compenser, mais en même temps, c'est que de l'image, en fait. Donc ça, c'est sûr que dans une société consumériste, une société d'image et nombriliste et individualiste, ça marche à mort. Donc bon, après, là, tu vas me dire, ouais, t'es un peu extrême. Oui, je suis extrême. Ça, c'est un peu le spectre global. Hein. Donc, entre guillemets, l'ego, c'est à bannir, on est des plantes, ou bien, on se roule des pelles dans le miroir. Alors, entre les deux, il y a peut-être ce qu'on appelle la voie du milieu, hein, plurimillénaire, je dis bien. Alors, sortir de la dualité avec une certaine vision holistique. Alors, comme j'aime à le dire, l'ego, c'est un mauvais maître, mais c'est un bon servant. C'est un véhicule, une voiture, c'est pas une finalité. On est bien d'accord, ça vous emmène d'un point A à un point B. Oui, on peut aimer conduire, oui, on peut aimer les belles bagnoles, je suis d'accord, c'est l'ergonomie, etc. Mon fils préférera toujours une Ferrari à une Volvo, bien qu'il n'ait pas de convention sociale. On est d'accord, c'est l'ergonomie, d'accord. Mais bon, on ne déifie pas, on n'iconise pas une bagnole. Bon, certains le font, mais c'est une minorité. Donc, c'est un outil. Une voiture, c'est un outil, c'est un moyen de transport, pour se transporter. Eh bien, l'ego, c'est pareil. C'est pas une finalité. De toute façon, comme dirait le grand philosophe Loris, mon associé et l'un de mes meilleurs amis, il dit toujours, de toute façon, on finira toujours moche. Elle est belle, celle-là. Bon, c'est plus, il est loin d'être low level, mais ce que je veux dire par là, il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui base sur le physique, etc.,
excusez-moi, mais il y a un moment, tout ça va disparaître. Donc il y a un moment, bon, bref. Et pareil pour même tout ce qui est connaissance, hein, après Alzheimer, etc. En ayant à la maison, je connais. Alors oui, ce n'est pas une finalité. Et en fait, encore une fois, il ne s'agit pas d'éradiquer l'ego. Il s'agit juste de savoir le gérer à bon escient. C'est comme un couteau, encore une fois. Alors, j'aime à dire, l'ego, ça fait partie de synthèse de sainte thèse que vous pouvez télécharger gratuitement, et il y en a 99 comme tel, ce sont des koans à méditer. L'ego est un jeu de construction simple, comme un jeu d'enfant, quand il est bien élevé dans le sens d'un bon serviteur, mais s'avère un jeu de déconstruction dangereux pour adultes qui se comportent comme de vrais gosses gâtés quand il devient un mauvais maître. Alors, l'ego, on pourrait le résumer aussi comme la petite voix. Cette fameuse petite voix à l'intérieur qui vous dit t'y arriveras pas, ou bien t'es un bon à rien. Hein. Ça, c'est le complexe d'infériorité de la petite voix. Et c'est de l'ego, ça. Ensuite, vous avez encore cette petite voix qui peut avoir, qui peuvent osciller, hein, qui peut faire les deux, qui peut faire beaucoup plus encore. T'es largement le meilleur, t'es au-dessus d'eux. Ils sont tous nuls, c'est que des débiles. Hein. Et ça, dans la spiritualité, ça marche bien, on le verra plus tard. Ou encore, les autres, ils sont tous méchants. La vie est vraiment trop injuste. Le syndrome de Calimero, c'est-à-dire la vie est une menace. On nous a bien vendu, hein, dans le war-winisme, comme je l'ai intitulé. War, guerre, winisme, de vaincre, hein, de gagner. On a la gagne, on veut gagner. War-winisme, c'est le darwinisme, hein, c'est l'évolution. La théorie de l'évolution. Oui, on nous a vendu, faut être le meilleur, faut écraser les autres, la vie est une lutte, l'autre ce sont des points, c'est une menace, c'est une compétition, etc., etc. Oui, écoutez, lisez Baraka, Casser la baraque, ouvrage gratuit, ou Sage Passage. J'essaie de remontrer que à la Genèse, et puis dans le futur, dans la future nouvelle civilisation, dans la nouvelle ère, eh bien, des mains seront vues plutôt comme des mains tendues, comme une collaboration mutuelle, comme une dialectique, comme quelque chose qui amplifie la conscience. Les gens ne sont pas qu'une menace, hein, si on regarde les news, etc. Et en fait, tout le monde se dit ça. Donc, il y a un moment où tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, tout le monde est sensible, n'est-ce pas? Non, vous êtes sur une île déserte, vous avez absolument rien. Vous faites comment pour recréer tout? Vous avez besoin de la civilisation, vous avez besoin des autres. Donc, il y a un moment... Bon, bref, je pense que vous aurez saisi. Donc, à l'extrême, il nous rabaisse, ou il rabaisse les autres. Et souvent, il met la responsabilité sur les autres. C'est pas de ma faute, c'est mes parents, c'est ma culture, c'est le gouvernement, c'est papa nation, papa État, maman nation, c'est je sais pas, c'est les extraterrestres, c'est les minorités. Hein, ça revient souvent, hein, à toutes les époques. C'est ma belle-mère, c'est ma femme, c'est mes gamins, c'est toujours l'autre, c'est le voisin, c'est le deep state, c'est les égrégores, c'est les darkons, toutes ces choses-là. Ça, c'est une projection de ces démons. C'est une projection de ces démons intérieurs. On verra beaucoup ça dans la notion de miroir, de mirroring, et à savoir que intuitio, donc qui a donné intuition, signifie le miroir de l'autre. Donc ça, ce sera à méditer. Alors, il y a complexe d'infériorité, et il y a complexe de supériorité. Hein. Bon, il y a peut-être un entre-deux. Encore une fois, il y a des égos qui sont raisonnables, hein, vous savez. On peut pas faire que des raccourcis ni généraliser, bien entendu. Oui, il y a des gens qui sont... Moi, j'ai un égo, je vous ai dit, et j'ai pas peur de le dire, la preuve, sinon, si je m'en départais, si je m'en affranchissais... Oula. Même ça, on va pas la couper. Vous voyez, ce serait l'ego qui vous... J'ai fait une faute de français. Et bon, bref. Si vraiment je voulais avoir ma belle image, machin, etc., voilà, je vous dirais pas que j'ai un ego spirituel comme tout le monde, etc. Voilà, bon, bref. Oui, mais on peut être satisfait de son ego. On peut être satisfait de se dire... j'aime bien ma vie, j'ai réussi ma vie, enfin il y a pas de honte, hein, je sais que non, surtout faut pas dire ça, etc. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses aussi, je peux travailler sur moi, je peux les amplifier. Vous savez, il y a la clé 50 sur la confiance en soi, c'est extrêmement important. Ça veut pas dire je me la pète, etc. La plupart des gens qui se la pètent, qui friment, c'est des égos qui sont pas vraiment ancrés, donc ils sont obligés de pousser plus pour donner cette illusion et se donner l'illusion à eux. Mais vous savez, en fait, cette reconnaissance, cette gratitude
de ce que vous avez. Donc déjà, c'est un prêt qu'on vous a octroyé. Et puis voilà, soit vous bossez, vous améliorez, vous faites les choses en fonction d'eux. Bon, après les handicaps, c'est tout, je suis d'accord, il y a toujours des exceptions à tout ce que je dis, hein, bien entendu. Mais je veux dire, on nous l'a donné. Donc c'est quand même un manque de gratitude que de se dire non mais j'ai une merde, etc., etc., etc. Il y a toujours pire. Bon, c'est pas ça qui fait qu'on a une vie géniale, mais je pense que c'est important d'honorer. Et moi je le vois avec plein de gens que j'ai rencontrés fin fond de nulle part. J'étais admiratif, vous n'imaginez pas, sur le pauvre paysan qui en chie, etc., et qui est toujours content, jamais il ne se plaint. La femme de ménage, etc. Vous êtes là. Dans votre building, etc., etc., elle passe, etc. Enfin, c'est toujours extrêmement touchant. Bon, bref, je pense que vous aurez compris. Alors, en fait, on est conscient du verbe naître, ou bien on le devient en travaillant sur soi, et ou aussi, c'est renforcé, ça peut être renforcé avec le regard des autres. Le regard des autres peut aussi vous détruire. Ça, c'est une réalité. Moi, je me souviens d'avoir une prof, personne de ma famille me regardait toujours comme un blaireau. Eh bien, j'étais un blaireau. Je faisais que des conneries. J'étais gauche, j'étais comme si ça avait un impact sur moi. Bon, bref. L'ego, sa raison d'être, la plupart du temps, pour survivre, c'est la différenciation. La différenciation, c'est pas négatif. Hein. Quand vous lancez un projet, une société, c'est quoi votre différenciation? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce qui se fait déjà? Quand vous avez un entretien d'embauche, en général, on vous pose la question, j'en ai fait centaines et des centaines d'entretiens d'embauche, vous posez cette question archétypale la plupart du temps, même un peu cliché désormais. Pourquoi je vous prendrais par rapport à quelqu'un d'autre? Ok, différenciation. Qu'est-ce que tu apportes par rapport à ça? Donc c'est pas mal en soi. Du même ordre que la comparaison n'est pas mal, la compétition n'est pas mal, elle stimule aussi. Moi je me souviens, j'ai fait de la gymnastique à haut niveau, j'avais mon pendant, Benjamin, qui avait 2 ans de plus que moi, et il était parfois un peu meilleur, parfois machin, et ça nous a permis d'aller plus haut. Donc c'est pas nécessaire, le fait de s'exclure, enfin, se différencier ne veut pas dire, on peut se différencier par la construction, par la destruction aussi, d'accord? Mais c'est vrai qu'il a tendance un petit peu, l'ego, à une volonté de sortir de l'unité, parce que si je suis dans l'unité, je suis homogène. La différenciation, paradoxe, hein, je travaille dans la mode depuis 20 ans maintenant, une société à Shanghai, c'est rigolo la mode, parce que lisez Récréation, vous allez bien vous marrer là-dessus, il y a 120 téléchargé gratuitement, il y a 120 conseils et techniques pour être créatif. Bref, et je dis tout le temps, en fait, c'est rigolo la mode, parce qu'en fait, c'est un truc de mouton, on est tous homogènes, et en parallèle, dans la mode, enfin, la plupart du temps, les gens, quand on s'habille, je dis pas les gens, quand on s'habille, on veut se différencier, on veut être différent, mais tout en restant dans la mode. C'est le gros paradoxe. Bref, vous aurez compris. Mais donc, je dis, c'est pas mal en soi l'ego, parce que la compétition permet de stimuler une unité de famille. Je pense comme un seul homme. Ma famille, je veux les faire bouffer, je veux qu'ils soient à l'aise, je veux le confort, machin, etc. Ok. Donc, mais je ne suis pas ma femme, je ne suis pas mes enfants, je ne suis pas mes parents, etc. Et heureusement, parce que j'ai besoin de mes moments de solitude, etc. Et on n'a pas les mêmes visions. Mon gamin, du haut de ses aura une perception, et ainsi de suite. J'ai peut-être pas la même éducation que ma femme. Peut-être je suis plus strict et ma femme est plus permissive. Voilà. Bon, eh bien, c'est pas mal en soi. C'est une complémentarité. C'est en ça que je existais. Et je l'ai dit. Je le dis maintenant et je le redirai tant c'est important. Je veux le marteler jusqu'à ce que ça devienne un tatouage. Exister signifie se séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est aussi profond et important? Prenons cette métaphore que je prends tout le temps. Si nous sommes, en tant que Dieu, à la fois la peinture, le peintre, le paysage et les personnages, eh bien vous faites comment pour vous voir? La gueule dedans. Eh bien vous vous extrayez, vous faites un pas de côté, enfin un pas en arrière pour prendre du relief, admirer, etc. Pour exister, on a été obligé de se séparer du grand tout pour s'incarner. Carne, en latin, ça veut dire la viande. Pour s'incarner dans la chair, pour te faire chair, et ainsi de suite. C'est en ce sens où il n'y a rien de mal. Ego, j'aime à dire en anglais, ça c'est une création, age God out. Alors c'est assez difficile à traduire. Age, c'est la limite, la membrane. God, donc Dieu, out, au-delà. C'est comme si l'ego, en fait, faisait qu'on se crée une prison d'illusions, bien entendu, dans laquelle on se disait, non mais en fait on est seul au monde, il n'y a personne, il n'y a rien, et les autres. Et bah Dieu n'existe pas. Alors Dieu est toujours parti de tout, et en tout et partout, mais c'est vous qui l'abandonnez en quelque sorte. D'où cette fameuse métaphore, je vous invite à la regarder,
le fils prodige, quand il revient, bien c'est la métaphore de Dieu par rapport à nous, fidèles ou infidèles, où de temps en temps on perd la foi, et puis de temps en temps ça revient, ça va, ça vient. Bref. Du coup, en fait, j'aime à dire, pareil, quand on dit il n'y a que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, vous retrouvez quand Moïse définit, demande à Dieu qui il est, il dit je suis. Je suis, c'est un verbe, donc c'est un verbe créateur, et en gros, le fameux il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah en arabe, dans l'islam, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Il y a le boson d'X, la particule de Dieu, le pixel divin, eh bien, il crible l'intégralité. Alors, je vous invite à écouter celle-ci. Le tu, c'est Dieu, c'est avec un T majuscule, donc c'est pour ça que je vais le mettre une intonation. Ça figure dans Synthèse de synthèse, vous pouvez le télécharger encore une fois gratuitement sur mon site. Quand je suis, tu n'es plus. Quand tu es, je ne suis plus. Dans un je qui n'a plus de je, J-E, le fameux je suis peut alors prendre toute sa place. Ainsi, la vie devient beaucoup plus ludique, mais même passionnante, voire transcendantale quand on l'aperçoit comme tel. Alors, le je suis, c'est la fameuse expression, c'est en majuscule, c'est la fameuse expression christique ou divine dans l'individu, qui a maîtrisé sa dualité, il l'a conservée en étant conscient de celle-ci, comme je vous ai dit, je suis le père, machin, j'ai mon individualité, mais je réfléchis de manière commune. Je vous invite à méditer là-dessus. Alors, la distance, la séparation, entre l'ego et l'ego spirituel. Sous-entendu qu'il y aurait deux égos. L'ego matériel et l'ego spirituel. Alors, l'ego spirituel, donc ce serait une séparation, mais quid de la vraie nature? Donc il y aurait l'ego, ce serait la conscience, si j'ai bien compris, l'inconscient et l'âme, donc ce serait quoi? L'inconscient collectif, ce serait quoi l'ego spirituel? Ce serait deux égos à l'intérieur de la conscience? Bon, très honnêtement, pour moi, ça c'est encore un piège de l'ego, c'est un piège de la matrice sociétale, de notre illusion de notre société occidentale, entre autres, matérialiste, qui ne croit que ce qu'elle voit, où l'on n'est, entre guillemets, qu'un corps. Et donc du coup, le mal sociétal, je pense qu'il est dans cette scission matérielle et spirituelle. Bon, bref, pour moi, alors, c'est quoi, ça veut dire quoi spirituel? Spirituel, étymologiquement, ça veut dire qu'il vient de l'esprit. Ok, donc, écoutez, quand je regarde une maison, alors il y a le soubassement, il y a les fondations, ensuite il y a la charpente, ensuite il y a... Bon bref, je vais pas vous décrire toute la construction d'une maison, mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une étincelle, paf, eureka, j'ai trouvé, il y a une idée qui est téléchargée dans un architecte, le grand architecte du monde, c'est une métaphore bien entendu, retranscrit matériellement sur un papier, que ce sont des plans, ces plans vont faire le gros œuvre et vont faire une maison. Au départ, c'est une étincelle. Donc les idées qui sont téléchargées, une idée, est-ce que c'est tangible? Une idée, est-ce que c'est tangible? La conscience, est-ce que c'est tangible? L'âme, est-ce que c'est tangible? Non. D'ailleurs, dites ça au CNRS, le comité des chercheurs en France, conscience, âme, au revoir monsieur, vous êtes dans la case illuminée. Alors, à titre personnel, je pense que rien n'est tangible, tout vient de l'esprit en fait, et donc tout est spirituel. Comme disait Rumi, en fait c'est le principe de contempler, comme disait Rumi, quand un... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh non, non, non! Il y a des gros sangliers ici, attendez, je vais faire un peu de bruit quand même. Il y a dès que le soleil se couche, il y a des énormes sangliers. Et j'ai pas trop envie de m'en taper un. Enfin, je voudrais pas qu'ils me chargent en fait. Bon, je sais pas, pas trop mon délire quoi. Non mais ils viennent tous les soirs et c'est notre chien qui les chasse, mais là je suis au milieu de nulle part, donc voilà. Allez, on va accélérer un petit peu parce que bon bref. Donc contempler, ça veut dire ouvrir le temple intérieur. Donc Rumi, c'est un 6 là. Eh bien, c'est un serpent. Rumi disait, quand un ivrogne rentre dans une taverne, ça reste une taverne. Quand un spirituel rentre dans une taverne, ça devient un temple. Voilà, ça dépend de votre regard que vous posez. C'est encore une fois en référence avec ce que je disais sur la lumière. Alors, tout est spirituel, ou peut l'être, ça dépend de l'ouverture de chacun. Ça dépend de l'ouverture du champ de conscience et du champ du cœur. C'est pour ça que je finis et je conclue toujours mes clés par ça. Alors vous avez deux manières de voir dans l'ego. Est-ce que vous naviguez à vue? C'est l'ego qui fait, c'est moi qui fais, c'est moi qui me fais, qui gère ma vie. Ou bien vous avez entre guillemets pilote automatique. Donc j'ai les bras qui sont complètement... c'est la voiture Tesla, hein, vous paramétrez, vous avez rien à faire. Ok, donc ça ce serait les deux extrêmes de l'école. Ce serait le principe de gère ma vie.
Donc je gère ma vie, coach de vie. Vous saviez, à l'époque c'était Jean-Marie Messier, et puis il y avait aussi Delarue, efficacité. Bon bref, ces gens hein, qu'on connaît, ces archétypes comme ça. Gère la vie, machin, ils croient en que dalle et puis ils y vont. Bon bref, ok, c'est bien. Enfin, c'est leur délire quoi. Donc ça, c'est vraiment je pilote à vue, hein, c'est moi qui conduis. Et puis l'autre, c'est en pilote automatique, c'est en gros si Dieu le veut. Ok, bon je trouverai du boulot si Dieu le veut. Hein. Bon je reste dans mon canapé, j'ai pas envoyé de CV, mais bon si Dieu le veut, j'aurai du boulot. Bah non, il y aurait un miracle quand même. Je rencontrerai quelqu'un si Dieu le veut. Tu t'es pas mis sur un site, tu sors pas de chez toi. Comment veux-tu trouver quelqu'un? Ouais, vous aurez compris. Après, il y a quand même la notion entre les deux de GPS. GPS, c'est quoi? Je conduis. Mais j'ai quand même une connexion dans le ciel, d'accord, qui me dit plus ou moins, qui m'oriente, qui a une vue d'ensemble, donc un peu comme un médium qui verrait au-delà de l'espace-temps. Métaphore avec l'invisible. Je suis connecté avec l'invisible qui peut m'orienter plus ou moins. Et en gros, ça c'est quoi? Eh bien, dans la vie, vous pouvez aussi vous dire, je m'en remets à Dieu parce que j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai tout tenté. Maintenant, après, c'est de l'acharnement thérapeutique, hein, donc je m'en remets à Dieu. Si ça se fait pas, ça doit pas se faire, et tout. Et c'est comme ça. Vous savez, Cham de Tabriz, le grand soufi, je suis pas fier là. Hein, il disait ne tente pas de résister au changement qui s'impose à toi. Au contraire, laisse la vie continuer en toi et ne t'inquiète pas que ta vie soit sans dessus dessous. Comment sais-tu quel est le sens auquel tu es habitué, si le sens auquel tu es habitué est meilleur que celui à venir. En gros, ça peut être chamboulé, mais qui te dit que à l'envers, ce sera pas mieux finalement. Elle est jolie celle-là. Hein. Et en fait, vous savez, c'est cette métaphore en fait de l'athlète grec dans la Grèce antique qui va participer aux Jeux Olympiques et il est dégoûté parce qu'il se casse la jambe. Sauf qu'en fait, là, il y a une guerre qui se met en place. Et c'est le seul en fait qui n'est pas mobilisé pour la guerre grâce à justement cette jambe cassée et c'est le seul survivant. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, Aurélien Mido, on vient ici en fait en Turquie, on est pour accoucher parce que même la maman est turque, donc c'est assez logique qu'elle préférait être avec sa famille, avec des gens qu'elle connaissait, etc., etc. 4 mois, on est censé venir 4 mois, sauf qu'on a eu énormément de problèmes, j'en ai déjà parlé, des problèmes administratifs. Donc ça, c'était un enfer, mais genre casse-tête, mais vraiment, il n'y avait pas de mauvaise volonté, c'était un système débilisant où tout le monde se renvoyait la balle. Bref, on a été, donc mon fils, au bout d'1 an, a eu une identité, donc pendant 1 an, il n'existe pas, et 2 ans, il a eu l'identité française. On a été obligé de lancer une procédure juridique, ça a pris plus d'1 an, ça a pris... Avant ça, il y a les administrations qui se renvoient la balle, qui prennent 4 mois pour gérer un truc, enfin les trucs scandaleux, bon bref, petit aparté. Je vous passe le truc, j'ai été éjecté de Turquie, encore une fois pour des raisons administratives pendant 4 mois, mais bon, à l'aéroport, les mecs ont fait un peu de zèle, j'étais 3 jours en rétention, violenté, insulté, etc., etc. Bon, sympa. Et puis là, vous êtes rentré 4 mois à pas voir votre petit bébé, etc., etc. Ah bah là, j'en ai voulu à la vie. Hein. Là, je vais vous dire que je me souviens, je me disais, putain, mais qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, Dieu? Tu veux vraiment que je mette en application à fond mes trucs? Tu veux vraiment pousser? Mais tire pas trop sur ton jouet, tu vas le péter, quoi. Et c'est là en fait où j'ai vraiment eu ma nuit noire de l'âme, et donc la clé 65. Où je fais en France, je suis en pleine nuit noire de l'âme. Et je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue ces trucs à faire le pantin, le guignol et tout? Et je continuais. Il y avait une force qui me poussait. Et en fait, il y a un moment, quand je suis rentré en mai en Turquie, j'ai décidé d'être heureux. J'ai accepté. Je me suis dit, écoute, en fait, vous savez, le péché, étymologiquement, ça veut dire rater sa cible, mais aussi, ça veut dire être à contre-courant. Contre-courant de quoi? Du courant du vivant, de la vie. Parfois, Dieu vous ferme une porte et une autre s'en ouvre. Et en fait, j'ai décidé de vivre, d'être heureux, en me disant, t'as une magnifique femme, t'as un magnifique petit bonhomme, t'es en bonne santé, on a une sécurité financière, tout va bien, tu fais ce que tu veux, t'écris, machin. Je me suis dit, ouais, la vie est belle en fait. Et je me suis dit, franchement, honore le vivant, c'est comme ça, prends le temps en patience, peut-être tu vas devoir rester 1 an de plus, on nous a dit, ouais. D'ailleurs, quand on a eu fini, on a renvoyé le truc pour qu'il ait son passeport français, et en France, des robots nous ont dit, ça prendra entre 2 ans et 3 ans.
Ah ouais? Mais tu peux pas me dire un petit peu entre 2 et 3 ans, il y a quand même eu un an quand même. Ça fait 2 ans qu'on attend, donc tu pourrais pas être un peu précise. Bref. Et finalement, bon, j'ai un peu gueulé quand même. Ça marche toujours mieux. Et oui, il faut gueuler de temps en temps. Il faut faire jouer de l'ego, hein, si on est trop... Ah puis, oh bah, prenez votre temps quand vous voulez. Bon, bah, il a fallu un petit peu pousser le truc, et puis au bout d'1 mois et demi, ça a été fait. Bref, tout ça pour dire, ouais, j'en ai voulu, et à un moment, j'ai accepté. Eh bien, figurez-vous que quand ça s'est arrêté, eh bien, on a rajouté 6 mois de plus. Pourquoi? Parce qu'on est bien ici. Parce que je suis bien ici. Parce que j'ai commencé à aimer la vie encore plus. J'ai aimé la bouffe. J'ai commencé à apprendre le turc. Je le parle maintenant, bah, pas couramment, hein, mais et j'ai dit à ma femme, au début, elle se marrait parce qu'elle pensait que j'allais jamais vraiment l'apprendre. Elle se dit, tu verras, dans quelques années, je ferai des conférences en turc. Bon, bref. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que voilà, oui, je ne savais pas que voilà, qu'on allait investir ici, qu'on aurait une villa, machin, enfin, et que j'adore ici, et qu'on va aller retourner à Bali finalement, mais que je pense qu'on va faire la navette et qu'on va faire 6 mois là-bas, 7 mois ici, etc. Et que peut-être à terme, je vais finir mes vieux jours ici, comme dans le premier bouquin que j'ai adoré, qui est Candide. Et comment ça se finit? Eh bien, il finit le reste de son âge en Turquie à faire le jardin. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. Bref, alors, voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Et à titre personnel, mais une autre métaphore, c'est comment on fait la planche. Et pendant des années, j'ai pas réussi à faire la planche, pardon. Pas la plonge. La planche, eh bien, si vous êtes stressé, vous coulez. Et si vous êtes détendu, let it go, détaché, que vous vous laissez aller, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de réussir, en fait. Alors, un autre exemple, c'était le 25 décembre 2022. Ma famille et mon fils, Atlas, père des Atlantes, petit clin d'œil, et sa maman qui l'a choisi ce nom. Bref, ouais, donc en fait, je veux me faire un gros trip depuis très longtemps, c'est du parapente, d'accord, donc en tandem, hein, 2000 mètres d'altitude, et on tombe sur un spot magnifique qui s'appelle la mer morte. Ok, sauf que quand vous y êtes, vous dites, attends, c'est peut-être des symboles tout ça? 1h30 de stress intensif entre le mec qui prend la bagnole et qui dans les virages où ça et le mec qui va super vite, il met du bon vieux rap qui vous détend bien. Vous dites au gars, je suis super stressé. Non mais t'inquiète pas, c'est lui qui va te gérer, alors que le mec c'est une crevette et vous dites il va jamais me gérer. Bah ouais, la preuve c'est que on a attendu 25 minutes que le vent se lève. Je lui disais, j'étais ultra stressé. Et je me suis dit, mais t'es tellement con, je regardais le soleil qui était dans ma gueule, etc. Le 25 décembre, je me suis dit, putain, mais tu devrais être avec ton gamin, tu devrais être avec ton fils, je peux pas ne pas les revoir, etc. Et je me suis dit, en fait, je me tapais un film, quoi. J'avais peur, j'avais trop peur, j'ai pas fait le héros du tout. Et en fait, on continue, commence t'es prêt? Bah non, je suis pas prêt, mais je préfère abréger mes souffrances. Donc on attend 25 minutes de stress, et la traversée fait 45 minutes. Et là, on court, et ce dont j'avais peur arrive, on bascule, on se casse la gueule, on tombe dans la côte et tout, et on peut pas retomber. Et le mec m'engueule. Il a 25 ans, il m'engueule. Tu peux pas être un peu bienveillant quand même, ça c'est pour ça, un peu de maîtrise quand même. Bref, et c'était plutôt drôle à la fin, enfin c'est drôle maintenant. Et donc on se remet en selle et tout, on y va. Wouah, là, 30 secondes, connexion divine, le grand tout, le truc. Et le mec, come back, du genre, en fait je me dis à ce moment-là, il se passe, je sais pas ce qui se passe, je me dis, come back, quoi, je suis en train de délirer, je suis parti trop loin, je suis en train de sortir de mon corps, qu'est-ce qui se passe? Et non, en fait, j'avais une mauvaise assise, et lui était beaucoup trop crevette, je suis un bon 75 kilos, et on faisait 55-60, et en fait, je m'étais mal mis, donc forcément, on était en train de basculer, et le truc était en train de se retourner, donc là, je reviens de mon unité totale et avec moi-même, et je regarde, en fait, il y a que des fils, c'est des tout petits fils, et je me dis, mais si on se plante, en fait, on meurt, quoi. Vraiment le truc débile. Et là, je commence à stresser, mais un truc de malade, un stress de fou. Et en fait, à ce moment-là, en fait, il y a une part de moi-même qui s'extériorise, mon surmoi, entre guillemets, qui me dit, Aurélien, on se détend. Tu crois en Dieu ou pas? Bah oui. Et alors, détends-toi. Oh. Et là, vous êtes ultra bien, en totale harmonie, plénitude et tout. Et à un moment, mais non, mais ça tient qu'à un fil et tout. Puis le mec, je le connais pas.
restress, on est là comme ça, etc. Et je n'ai fait que ça, d'osciller, et c'est vraiment une métaphore, j'ai vraiment pensé à ça. C'était magnifique, hein. C'était magnifique, mais je suis arrivé, j'ai une vidéo d'ailleurs, j'en ai plusieurs, je suis arrivé sur le sol, je suis mais hébété pendant 10 minutes, j'ai mis pendant 12 heures, 12 heures géré dans la ville et tout, j'étais sur un petit nuage, j'étais bourré d'endorphines. Et en fait, les mecs m'expliquaient après, hein, c'est une drogue dure. C'est qu'en fait, bon, à la limite, ils ont évidemment de la bouteille et ils connaissent un peu le truc, mais voilà, c'est un truc où ça vous prend tellement fort. Alors, je vais vous donner une petite pour les gens un petit peu égotiques, la côté un peu cartésien, un peu, on va dire, si vous êtes cartésien, vous êtes déjà parti depuis longtemps, non, je plaisante, mais pour les gens un petit peu plus structurés et analytiques, si je devais vous donner, entre guillemets, une définition un peu terre à terre, les moments, bah oui, de l'ego, bah, ce serait la suivante, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est de moi. Alors l'ego désigne en fait la partie de la spiritualité qui est en charge de la réalité et de la médiation entre les désirs instinctifs et les contraintes sociétales et morales. En fait, c'est un médiateur entre les différentes forces et qui cherche à trouver un équilibre entre les désirs inconscients et les exigences de la réalité, en quelque sorte. L'ego est la composante de la personnalité qui gère les interactions avec le monde extérieur, prenant en compte les contraintes et les réalités de la vie quotidienne, essayant de satisfaire les pulsions et les désirs internes. Il joue un rôle crucial dans l'adaptation, la prise de décision des aspects conscients et inconscients de l'individu. Dans un sens entre guillemets plus général, je pourrais dire que c'est le sentiment de soi, perception de son propre moi, de son identité, la manière dont une personne se perçoit et se définit en relation avec les autres et avec le monde qui les entoure. Voilà un petit peu, peut-être ça vous parlera plus, je ne sais pas, ou pas du tout, parce que c'est un peu plus psychanalytique, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, dans la vidéo prochaine, on va voir en fait tous les obstacles et les limites au danger d'un ego spirituel mal dosé. Et puis ensuite, dans la partie 3, on verra plein de conseils et de techniques pour justement faire en sorte d'être en harmonie et faire des câlins avec son petit ego spirituel. Voilà, j'espère que ça vous permettra de façonner le passe-partout de la clé des chants de conscience, des chants du cœur. Moi, je vais m'en aller, retrouver mon petit sanglier, lui faire un gros câlin, je plaisante. Je vous souhaite une bonne continuation. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et aux Dômes à bonne aventure. Salut!